Je suis tellement content. Le Ciné-Club Carboigno, il y a peut-être des nouveaux spectateurs de ce rendez-vous qui a lieu une fois par mois, un dimanche à Max Linder, qui à la base est dédié et veut rendre modestement hommage à un très grand compositeur que vous connaissez tous, Ennio Morricone, à travers plein de films très différents. J'ai vu des habitués dans la salle. Depuis le début, j'ai un rêve, c'est d'avoir un moment ou un autre, je n'ai pas le carnet d'adresse pour, un compositeur pour parler de musique de film. Voilà, ce ciné-club est toujours très bienveillant, c'est le vôtre. Moi je ne suis pas spécialiste de Morricone, je suis juste cinéphile, amateur de musique de film. Je suis aussi distributeur, par ailleurs, avec ma société Lost Film, et en fait je commence par là, parce que le film que vous allez voir, évidemment, ce n'est pas une BO d'Ennio Morricone, mais Nils Sorlin qui est à mes côtés, je pense que c'est un des dignes successeurs ou un fils caché. On va en parler en détail, j'espère, tout à l'heure. Et cette séance d'aujourd'hui, c'est une avant-première qu'on doit à Condor Film, Condor Distribution. Ils ont mis en place aussi dans la petite boutique éphémère, pareil, pour ceux qui ne viennent pas, qui n'ont pas l'habitude, le Ciné-Club, c'est toujours ça. C'est une séance qu'on a voulu chaleureuse, XXL, avec l'équipe du Max Linder qui m'accueille, qui me permet cette séance. C'est un petit déjeuner gratuit, c'est une petite boutique éphémère. Et aujourd'hui, la boutique a été surtout consacrée à Condor Distribution, qui fait un travail considérable. Et ce film, moi, je l'ai découvert à Cannes, à la quinzaine des cinéastes, en mai. J'ai sauté sur Louise, la réalisatrice qui est à mes côtés, en disant, tu sais, je suis un ciné-club, j'aimerais bien que tu viennes et tout. Je ne pensais pas qu'on y arriverait. Parce qu'en fait, sortir un film, c'est compliqué, c'est le faire exister. Et pour son équipe, les réalisateurs, les techniciens, c'est aussi se déplacer pour répondre aux questions, au public. Là, on a vraiment la primeur. Il faut imaginer que vous avez la première avant-première parisienne, mais vous allez les retrouver sur les routes de France. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques séances comme ça très très professionnelles, autour de la quinzaine des cinéastes, ou du prix Jean Vigo. Il faut la féliciter, c'est la lauréate du prix Jean Vigo 2025. Merci. Je suis tellement content de ne pas être seul pour une fois. Et je lui souhaite le même succès d'une autre Louise Courvoisier l'année dernière qui avait sorti, qui avait fait un très beau film qui s'appelle 20 Dieux. Donc le film va sortir le 24 décembre. Vous avez vraiment la primeur. Et surtout l'autre primeur, c'est que grâce à la maison de disques d'Émile Sorlin qui est à mes côtés, mais c'est pareil, ils sont plusieurs dans son corps. Et dans son corps, il y a quelqu'un qui s'appelle aussi Forever Pavo. Il a fait plusieurs albums ces dernières années, et celui-là n'est pas encore sorti, et sa maison de disques nous l'a laissé expressément pour la séance de ce matin. Donc tout à l'heure, mon but, c'est que, vous aimez les films, vous en parlez pour la sortie, vous profitez de ces offres qui sont découvrir un compositeur, un éditeur vidéo et une maison de distribution comme Condor, et qu'encore une fois, ça c'est un moment de passage, et ça doit se prolonger encore après cette séance. Donc, du fond du cœur, merci à Louise Aymon qui est à mes côtés, la réalisatrice, et Émile Sorlin, parce que depuis qu'on en discute avec Condor, pour moi, il fallait les deux. Parce que quand j'ai découvert le film, et je pense que pour les Morriconiens dans la salle, ça va vous saisir tout de suite, on pense à un film et plein d'autres. Et voilà, je vais vous laisser la parole, parce que je sais que tu as aussi beaucoup de personnes de toute l'équipe. Voilà, je te remercie du fond du cœur et passez une très bonne séance. Et aussi, aujourd'hui, le petit déjeuner, Condor a mis beaucoup la main à la pâte avec des très belles viennoiseries. On les remercie. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Ensuite, je vois que vous savez que le son est meilleur à l'étage. Vous avez raison. Je profite du fait qu'on soit à Paris pour inviter avec moi une partie de l'équipe qui est là ce matin. Donc Suzanne Rex, qui travaille à la déco, Emmanuel Pastre, qui travaille au costume, Carole Borne au montage, Anne Stellen, la co-scénariste du film, et le meilleur pour la fin, Mathieu Luchy, un des acteurs du film. Et ensuite, je vous souhaite un bon film. Et on se retrouve après avec Émile pour échanger pour ceux qui n'auront pas trop faim. On sera présent pour un débat autour du film et particulièrement du travail de la musique. Pas que, hein. Pas que, enfin. En fait, tu sais, le cinéma, c'est un prétexte. Okay. C'est un gros prétexte pour se faire plaisir sur cet écran géant et s'en mettre plein les yeux et les oreilles. Je voulais juste, non, Émile, si tu veux. Je peux finir. Alors, je voulais juste dire que ce film, on l'a tourné dans le froid. Vous allez vite comprendre pourquoi, en altitude.
Et voilà. Et ça nous a beaucoup demandé et j'espère que le film va vous rafraîchir et vous réchauffer en même temps. Vous comprendrez pourquoi, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je voulais juste dire que je suis très fier d'avoir travaillé sur ce film parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir s'exprimer sur ce genre d'image et sur ce genre d'ambiance avec des instruments très singuliers, vous verrez, qui ont des sonorités un peu spéciales. Et voilà, merci à tous d'être là, j'espère que ça va vous plaire. À tout à l'heure. J'ai refait une petite décoration autour des disques d'Élie Sardin et de Forever Pavot. J'espère que vous avez apprécié le film. C'est la deuxième fois que je le vois. C'est marrant, la première fois c'était aussi un matin. Je ne sais pas si c'est un film de matin. Il m'a toujours autant emballé. Vraiment, je félicite les producteurs. Et je ne félicite pas tout court parce que c'est un premier film qui est riche et subtil. En tout cas, vous avez présenté certains des collaborateurs. Pour vous donner un petit peu les clés, on a une séance du film de Paul Thomas de la 14 ans. Là, on a une grosse demi-heure de discussion. Moi, j'ai des tonnes de questions, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous entendre vous en parler. Mais pour commencer, et puis ça vous permettra de vous dévoiler un petit peu tous les deux, comment vous êtes rencontrés? C'est-à-dire, comment Louis est venu vers toi la première fois? Moi, je sais pourquoi, c'était pas la première fois. Mais voilà. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, je pense. En fait, 2018. La vie de château. Oui, pour un documentaire que je faisais qui s'appelle Nuit Château. En fait, moi, j'écoutais Forever Pavot. J'étais allée le voir en concert. Et il se trouve qu'en écrivant Nuit Château, j'écoutais cet album-là. Et du coup, tout premier. Voilà. Et en fait, du coup, ça a influencé sur l'écriture du film. Et je me suis dit, c'est exactement cet univers-là musical dont j'ai besoin pour ce film. Donc, je suis allée le voir, j'ai écrit à son label, voilà. Et puis on a bu un café, je lui ai proposé voilà. Et après depuis on a fait d'autres films, 3 autres films, 2 pièces de théâtre. Donc c'était aussi voilà, beaucoup de travail avant pour se connaître artistiquement et arriver ensemble sur le long métrage. Ce qui est rare aussi, c'est justement d'appeler la proposition pour un premier documentaire. Tu peux nous en dire plus sur cette première rencontre, c'est autour de quel sujet non, c'est pas grave, il y a de la composition originale. Mais en fait, moi, c'est du documentaire, c'est pas du reportage ou un documentaire de journaliste, c'est ce qu'on appelle le cinéma du réel. Et du coup, comme c'était un film, tout se passe dans un château qui a une histoire très longue de 11 siècles, complètement délirante et qui faisait penser à une institution. Personne n'arrive jamais c'est un château qui est en région centre, à garder ce château en propriété. Et en fait, pour moi, c'est une manière de traverser l'histoire de France, l'histoire du pouvoir. En fait, le château aujourd'hui est un hôtel et un golf. Donc pendant un an, avec une équipe sur les 4 saisons, j'ai filmé le château aujourd'hui, comme avec un œil anthropologique. Et par-dessus, il y a une voix off qui compte les 11 siècles d'histoire. Et en fait, il y a un jeu de mise en scène entre ce que dit la voix et ce qui se passe à l'écran. Par exemple, la guerre de 100 ans, on voit des golfeurs qui courent. Voilà, il y a toujours des jeux entre. Et donc, il y avait aussi une forme de lyrisme, de traversée du temps, de vertige temporelle et de cocasserie. Ce que Élie sait bien accompagner et mettre dans ses compositions. Donc, on va y travailler pour ça et après sur d'autres documentaires, fiction, pièces de théâtre. Ça continue. Là, la musique, non seulement apparaît avec les images, mais particulièrement du film. Il y a cette scène très belle du Nouvel An. Cette composition, c'est quelque chose que vous avez pensé ensemble très en amont, j'imagine. Tous ces instruments, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est vrai que dans tous les projets, il y en a un qui est assez fascinant, qui s'appelle Le Bon Coin
Forever. Et tu vas nous raconter aussi ce projet en fait, parce que je pense que ça te défie beaucoup sur ton approche. Je pense que c'est le premier truc que j'ai composé pour le film, bien en amont, parce qu'on savait qu'on avait besoin pour le tournage. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. J'ai cherché pendant plusieurs mois l'instrumentation que j'allais utiliser, et on avait déjà parlé de certaines références et d'instruments. J'avais pensé assez rapidement à la vielle à roue, qui est un vieil instrument du Moyen-Âge qui se joue avec une manivelle, et c'est une roue en bois qui vient frotter des cordes. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur cet instrument-là, peut-être en acheter un, réfléchir comment faire. Et je me suis rappelé que j'avais un ami à moi qui avait un instrument qui reprend ce principe-là, qui s'appelle la boîte à bourdon. Alors, la boîte à bourdon, c'est un instrument qui est fabriqué aujourd'hui, mais qui s'inspire de la vielle à roue. Et c'est un jeune luthier qui s'appelle Léo Morel qui l'a fabriqué. Et en fait, c'est le même principe que la vielle à roue, sauf qu'il n'y a pas une manivelle, c'est un moteur, mais qui est le même principe. C'est une roue en bois qui vient frotter plusieurs cordes. Et on peut s'amuser avec. Donc c'est assez imprévisible comme instrument, parce que ça ne réagit jamais de la même manière. C'est beaucoup utilisé dans la musique d'improvisation, mais aussi la musique traditionnelle, ce genre de choses. Et donc j'ai orchestré cette scène-là avec cet instrument où j'ai mis plein de couches les unes sur les autres. On a l'impression que c'est plusieurs violons qui jouent, en fait c'est juste ce petit instrument. Et voilà, c'était une des premières réactions qu'on a choisies. Est-ce que tu es venu sur le tournage, tu as assisté à cette scène, ou dirigé ou pas du tout? Non, pas du tout. On en a parlé avant, on s'est mis d'accord sur un tempo. Je t'ai fait plusieurs propositions, je sais que très bien, ça date quand même déjà un petit peu. Mais je t'ai fait plusieurs propositions, et puis tu m'as dit je veux que ce soit encore plus fou, je veux que ça soit de plus en plus zinzin, je pense que c'est le mot que tu as le plus utilisé. Et voilà, on s'est mis d'accord sur ce truc-là, que j'ai retravaillé ensuite à l'image, même si on a gardé le tempo, on a gardé quelques couches. Mais, oui, en fait, c'était l'idée de partir d'instruments bricolés, donc c'est en ça que. Il y a un lien avec un projet que tu avais fait, peut-être tu peux en dire deux mots sur... Oui, le Bon Coin Forever, c'est un projet que j'ai fait avec l'initiative du Confort Moderne, qui est une salle de spectacle de concert à Poitiers, qui sont venus me proposer une expérience l'idée c'était de contacter des gens qui postent des annonces sur le Bon Coin, qui vendent des instruments un petit peu singuliers, un peu étranges. Et j'allais à la rencontre des gens, et j'allais chez les gens pour jouer sur ces instruments et enregistrer un disque. On est sorti un documentaire que vous pouvez voir sur YouTube qui s'appelle Le Bon Coin Forever, et un petit 45 tours, un disque qui est sorti, et voilà. Et voilà, c'est souvent des instruments un peu soit bricolés, soit fabriqués par des gens un peu fous, c'est des rencontres assez étranges et c'est chouette. Et cette idée-là pour le film aussi, des instruments de fortune, des instruments folklore un peu détournés, qu'il y ait une bizarrerie qui vienne de la musique. Moi, c'est sûr que je voulais pas une musique orchestrale dans le sens romantique, large, avec voilà, j'avais besoin qu'on reste dans une forme de bricole. Et aussi au scénario, il y avait cet instrument, la vielle à roue. Et après, on a rajouté ce casting, je me suis rendu compte qu'une des petites filles était violonneuse, donc elle faisait du violon trad. Donc au début, un peu faux, ça m'amusait, on l'a rajouté. Donc voilà, il y avait aussi des allers-retours par rapport au réel, par rapport à ce qui se passait. Et après, quand, par exemple, pour prendre cette scène de danse, celui qui joue Daniel, donc qui tourne la vielle à roue, en fait, Élie lui avait envoyé des vidéos pour lui montrer comment il devait faire par rapport au tempo, mais il s'est entraîné. Il a une oreillette dans laquelle il entend la musique d'Émile pour pouvoir jouer un tempo. Il se trouve que lui fait de la batterie dans une famille de musiciens, donc ça l'amusait beaucoup. Il avait même trouvé un joueur, enfin, on lui avait trouvé un joueur de vielle à roue dans les Hautes-Alpes avec qui il allait un peu s'entraîner. En revanche, pour la danse, et c'est ça vraiment que je voulais, je n'aurais pas passé la musique d'Émile, c'est un chorégraphe de Rigaudon qui était là, qui passait sa propre musique, parce que j'avais vu en faisant des répétitions que le décalage entre la musique beaucoup plus, c'est le même tempo, mais elle a l'air beaucoup plus vive, du Rigaudon, créait après, quand on changeait, eux ils dansent sur cette musique-là, et après quand on mettait la musique d'Émile, ça créait une espèce de contretemps un peu mou que j'adorais, qui créait de la bizarrerie. Donc voilà, il y avait c'est plein d'astuces et d'allers-retours, mais on avait vraiment besoin que la musique soit prête
au tournage pour ceux qui jouent des instruments. Et là, c'est vrai que bon, il y a beaucoup d'habitués du ciné-club. On a passé beaucoup de BO de Morricone qui étaient liés au western italien. Moi, c'est vrai que quand je découvre le film, et puis quand on aime le grand silence de Sergio Corbucci qui saute sur la neige, avec cette musique très, très, très belle. Et chez Morricone, comme toujours, il y a des choses très belles, très symphoniques, avec des instruments bizarres, mais aussi beaucoup de dissonances. C'est ce que m'a rappelé le film. Enfin voilà, bien évidemment, c'est tout ton univers très, très personnel, et c'est vrai que quand tu te définis, tu assumes cette passion aussi pour Morricone, ou Philippe Sard, ou Jean Vallée. Et puis c'est vrai que quand on écoute tes albums, c'est à la fois des moments uniquement musicaux, on peut aussi chanter. Il y a toute cette bizarrerie, j'ai envie de dire, qui est chez Morricone. Comment vous, est-ce que vous aviez déjà des références très, très, très précises musicalement Ouais, il y a une vidéo que j'ai partagée avec Louis très rapidement, qui est un film qui s'appelle Quando el amore e sensualità, qui est un film érotique des années 70. On va y venir un peu plus tard. Et je connais même pas le film, je n'ai pas du tout vu, mais je connaissais bien la BO, et il y avait ce truc-là, des chants scandés, ce que fait souvent Morricone dans ses BO. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a inspiré pour le film de Louise. On a partagé tout de suite ce truc-là, et assez rapidement tu me dis ouais, c'est exactement ça, c'est la bonne direction. Donc c'était la grande influence de ce que j'ai pu faire, c'était cette BO-là. En fait, ce que j'aime bien, moi je suis venue avec les idées d'instruments de Villarou, tout ce que je vous ai dit qui était au scénario, et puis Émile, c'est là où je n'avais pas du tout pensé à ça, et c'est là où j'ai eu ce coup de cœur et j'ai adoré quand il m'a envoyé cette vidéo-là. En fait, il y avait aussi ces chants scandés, aussi un chant qui pouvait, en tout cas dans le truc de Morricone, c'était le début était plus militaire, donc des chants d'enfants, et un peu militaire, enfin qui allait à la conquête, et ça me faisait penser à la conquête des nuits, puis après le morceau devenait de plus en plus tordu, et on aurait dit un chant plus de sorcière, et je me suis dit, en fait, c'est le mouvement du film, et en fait, après, dans ce que Émile lui a proposé, en fait, ce que j'aimais bien, c'est que, enfin, ce que j'aime beaucoup même, c'est qu'il y a une ambiguïté dans ces chants scandés, c'est-à-dire que si on pose la question aux spectateurs, à chaque fois, soit ils ont aussi l'impression d'entendre plusieurs choses, et pour moi, c'était à la fois, j'entendais un chant d'enfant, le cœur battant, sauvage de la montagne, immémorielle qui est là depuis toujours, ou un sabbat de sorcière, et donc tout est mélangé, et donc c'est comme le film, il y a plusieurs sens entre, on peut lire le film de manière totalement irrationnelle ou rationnelle jusqu'au bout, et donc ça me plaisait l'ambiguïté de cette musique. Et qu'elle fasse aussi, il y a aussi une tension, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du genre, de la peur, mais il y a aussi de l'humour dans cette musique. Donc je trouvais que c'était le ton pour le film et il l'avait trouvé en échangeant ses références musicales. C'est vrai que comme dans le western, je ne sais pas si tu connais pas, il y a des histoires de communautés, de frontières, de mondes qui s'affrontent, qui doivent s'apprivoiser. C'est vraiment toute l'histoire aussi du film, c'est elle arrive, j'ai envie de dire, de la ville, de la République. C'est assez symbolique, mais c'est vrai qu'on est au passage d'un siècle. Enfin, le film est vraiment très très riche et très subtil sur plein de choses, et aussi laisse plein de portes ouvertes sur des explications, des choses que le spectateur va aller chercher, qu'il soit un homme, une femme, voilà. Moi j'ai une amie qui est institutrice dans la salle, voilà. Et enfin, le film peut résonner pour plein de raisons. C'est une histoire très très personnelle, hein, qu'on découvre qui est à la fin du générique, que tu tiens de grands-parents, c'est ça Oui, en fait, ma mère est issue d'une famille originaire du pays du Dauphiné, donc les Alpes autour de Grenoble et quand on monte vers les Hautes-Alpes. Et c'est vrai qu'il y avait ces histoires que mon grand-père m'a racontées, que ma grand-mère m'a racontées de leurs ancêtres, il y avait même des traces écrites de ce moment. C'était des instituteurs, institutrices athées depuis des générations qui s'étaient engagés dans l'enseignement public. Et il y avait aussi ce moment pour les jeunes institutrices du premier poste où on vous envoyait en fait en road time dans des villages perdus où personne ne voulait aller, donc c'est là où on faisait sa première année. Et en fait, moi, quand j'étais petite, c'est des histoires que j'adorais parce que j'adore les histoires qui font peur quand on est petit. Donc moi, ça me terrorisait d'imaginer ces jeunes femmes, les ancêtres qui allaient dans ces villages. Et c'est vrai que c'est des parents westerns enneigés. Une étrangère qui arrive dans une communauté fermée, dans les grands espaces et qui va devoir s'imposer.
Plus précisément, il y a 2 documents précis, autres des histoires qu'on m'a racontées. Il y a mon arrière-grand-tante qui s'appelle Aimée, qui, en fait, dans les années 20, 1920, il y a 100 ans, la revue de géographie alpine lui a demandé de faire un récit anthropologique de tout l'hiver qu'elle passait dans un petit hameau dans son école, de noter les coutumes, de tout ce qu'elle observait. Et il y avait ces avalanches en fait, qui coupent le village de la civilisation à l'entrée, à l'arrière. C'était effrayant de la montagne qui est tout le temps en train de trembler quoi, et de pouvoir jouer des sorts. Ensuite, elle observe les coutumes et notamment dans les altitudes aussi. Ce que j'aime bien, c'est comme le soleil, la trajectoire du soleil est assez basse en hiver. Il passe parfois il peut être caché dans certains villages tout l'hiver. Elle raconte qu'à un moment il passe entre les cimes, et à l'heure où il passe entre les cimes, les hommes sortent des maisons et vont ce qu'ils appellent écouter le soleil, donc se prélasser sur un endroit elle, dans son texte, c'est sur un petit pont. Et j'aimais bien imaginer cette jeune femme qui racontait qu'elle observait les hommes écouter le soleil, et ça me donnait envie de filmer ça. Cette espèce d'image qui est à la fois une observation, mais aussi de l'ordre de la pulsioscopie, d'une image sensuelle avec la neige autour qui reflète le soleil. Voilà, ça, c'est une des images fondatrices que j'avais envie de filmer. Et l'autre, c'est dans une nouvelle qu'avait écrit mon grand-père, qui écrivait des nouvelles à un auteur inspiré aussi de la vie en montagne. Et il y en a une qui s'appelle La bière sur le toit. Donc c'est toujours la même situation de départ, comme dans le film, une institutrice dans un petit village d'hiver. Au perché, et le doyen du village casse sa pipe et il faut l'enterrer, on ne peut pas parce que le sol est gelé, on va mettre sur le toit de l'école pour les mêmes raisons. Elle demande pourquoi sur le toit, après vous avez entendu les raisons, et donc cette jeune femme vit avec un macabé au-dessus de la tête, et puis plus il neige, plus le toit devient informe et le cercueil disparaît, mais ça reste dans sa tête. Elle fait des cauchemars. Donc ça, c'était aussi filmer un cercueil sur un toit, dans une montagne, avec des montagnes qui ont l'air d'être là depuis le temps des dinosaures, ce petit cercueil et cette fille en dessous, avec vraiment ce cauchemar, quoi. C'est aussi des images qui m'ont accompagnée, qui m'ont donné envie de faire le film. Et pour revenir encore justement sur le dessin, c'est vrai que on ressent ça dans ces stéréotypes qui reviennent aussi très souvent dans le dessin italien. Aussi l'importance des décors et des costumes et de la lumière. Quand tu parles de la montagne, et moi ça m'a renvoyé parce que j'ai aussi un passé d'assistant réalisateur et d'accessoiriste, j'étais vraiment stupéfait par la force du film. Pour un premier film, ce que ça a impliqué, c'est d'amener toute une équipe. J'imagine, alors tout à l'heure en aparté, tu m'as dit c'est le nom c'est un village qui existe, c'est un lieu dit. Il y a quelques maisons qui sont plus ou moins habitées, j'imagine, de temps en temps, mais qui sont inaccessibles le reste de l'année. Comment ça se passe pour Oui, en fait, c'est dans les Hautes-Alpes, donc autour de Briançon. Il y a une vallée qui s'appelle la vallée des Vaches, et tout au bout passe le col de l'Échelle. Et là, il y a une petite vallée qui s'appelle la vallée étroite. Et c'est là où on a tourné. Il y a quelques maisons qui sont en réalité des maisons d'estive qui sont habitées l'été. Par les gens qui habitent en vallée. Mais parce qu'en fait, on a dû monter beaucoup plus haut que prévu, parce qu'avec le réchauffement climatique, les décors que j'avais imaginés quand j'écrivais, en fait, la neige était très instable, l'hiver, parfois ça fondait complètement, enfin, il n'y aurait eu aucun raccord possible entre les scènes. Donc on est monté plus haut à 1900 mètres d'altitude, donc ça veut dire pas d'électricité, donc on était sur course, sur batterie. Donc voilà, c'était sportif. C'était aventureux, mais en même temps, c'est exaltant d'être dans des paysages pareils. C'est hors du commun. Donc, moi, je me sentais à l'aise là parce que c'est un environnement que je connais. Et l'équipe s'est adaptée. Voilà. Il y avait aussi le côté aventure. Il y a beaucoup de contraintes, mais c'est vrai que aussi ça définit l'esthétique du film. Ne serait-ce même que les intérieurs, c'est que ces maisons, en effet, sont comme ça. Donc il y a une ou deux fenêtres, parce que l'important c'est d'être calfeutré. Et il y a des plans magnifiques. C'est-à-dire que j'imagine que des fois, on se dit on ne voit pas grand-chose. En fait, c'est parce qu'à l'époque, on ne voyait pas grand-chose. Et puis le film, justement, c'est à la hauteur de l'époque. Et donc c'est une bougie par-ci par-là, le feu de cheminée. Exactement.
En fait, j'avais envie, comme on a des nouvelles caméras depuis 10 ans en numérique avec des capteurs ultra sensibles, on peut travailler l'obscurité. Et donc, ça m'intéressait de faire un film d'époque où là, en fait, dans leur vie quotidienne à eux, il n'y a pas 50 000 chandelles, des lampes allumées partout, parce que ça coûte cher. Et donc, je trouvais intéressant de dire, mais comment ils voyaient si on respecte ces conditions-là. Le fait qu'en effet, comme vous dites, il y a des petites fenêtres parce qu'il ne faut pas trop faire rentrer le froid. Donc, partir de toutes ces sources de lumière, alors bien sûr, c'est la chef opératrice Marine Blanc a énormément travaillé et tout n'est pas en lumière naturelle, en réalité, tout est retravaillé comme un travail d'orfèvre pour avoir ces sensations-là, en fait, parce que ce qu'on voit à l'œil n'est pas ce qu'on voit à la caméra, donc il faut tout retravailler. Et ça, c'était hyper important pour moi pour trouver l'esthétique du film. Même ce que je trouvais beau, c'est que paradoxalement, les nuits, on voit beaucoup, parce qu'il y a un manteau neigeux, et la lune se reflète sur ce manteau neigeux. Donc en fait, on a des nuits dans lesquelles on voit des interprétations, des jours dehors éclatants, où c'est joué sur l'obscurité et la lumière. Et comme c'est un film sur le mystère, la connaissance inexplicable, le savoir, voilà, je trouvais que tous ces jeux de contraste créaient aussi faisait sens dans la mise en scène, un peu comme ce que j'expliquais sur le double sens et le triple sens de la musique là-dedans. Tu as inventé un petit peu, il y avait la nuit américaine, maintenant il y a la nuit grillon-sonnaise, ça ne cache pas. Pour rebondir sur justement le travail de la musique, quand tu parles de la musique, tu parles de la musique comme une troisième voix. Oui, il me semble que quand on dit ça, ce n'est pas. Oui. Non, mais le troisième auteur. Oui, parce que historiquement, le compositeur est le troisième auteur du film. Il y a le scénariste, réalisateur et le compositeur. Une troisième voix, oui, parce que, ça y est, je me rappelle, en fait, le film est écrit et vécu par les spectateurs du point de vue d'Aimée. On n'est jamais sans elle, on vit tout à travers ses yeux, on vit l'expérience à travers elle, même on ne comprend pas ce qui se passe comme elle. On fouille, on cherche à comprendre ce qui se passe comme elle, on ne comprend pas le patois comme elle. Donc tout le film est vécu dans son point de vue. Il y a aussi la voix, les pensées et ce que ressentent le village, la communauté face à elle, même s'ils sont aussi des individus, mais voilà, on a aussi toutes leurs émotions, leurs ressentis et ce qu'ils projettent sur elle. Et pour moi, j'avais besoin que la musique soit, mais c'était très théorique, je ne sais pas si c'est réel maintenant, mais c'est ce que j'avais dit à Élie, c'est que la musique soit comme une troisième voix, qu'elle soit la voix intemporelle de la montagne, par exemple. Il y a ce truc où, parce qu'au film en montagne, ce qui est formidable, c'est que les décors, comme ils sont verticaux, ils sont toujours dans le plan. Et du coup, on ne les oublie jamais. On a un film dans le 4/3 aussi pour augmenter la verticalité, le vertige et le côté oppressant du flot en l'air. Et voilà, je voulais que la montagne soit présente. En fait, comme les montagnes sont là depuis, on a l'impression depuis la nuit des temps, et qu'elles sont là après, ça crée une forme de mythe, une forme de conte, ces gens ne sont que de passage. Et ça, c'était des choses que j'avais dites à Élie pour... Oui. Et je vais revenir aussi sur les gens qui t'entourent, parce que je sais que dans la salle, il y a certains musiciens. Ils sont pas vus finalement, mais. Ils sont pas vus. Mais alors, justement, toi, concrètement, au moment de l'enregistrement, etc., comment tu t'entoures, quel instrument tu joues, qu'est-ce que tu as confié, les fameuses voix, qui est-ce dans ce film? Alors, c'est un rituel forever. Pas vraiment. Il y a Mathilde Brecht qui a travaillé, mais en fait. Elle fait du violon à certains moments, mais notamment sur la scène de la fête où on voit la petite fille en train de jouer et il parlait un son de vrai violon. Et sinon, elle scande les voix qu'on entend avec moi. C'est une seule personne. C'est une seule personne et nos voix, on les multiplie sur plusieurs couches. Mais finalement, ils ne sont pas tant présents que ça. C'est un travail très, très solitaire finalement. J'ai pratiquement tout fait seul. Il y a un peu de flûte traversière à toute fin aussi. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui joue tous les instruments, qui fait les couches les unes sur les autres. Mais pour revenir à cette troisième voix, il y a un truc qui, dans les instruments que j'ai utilisés, qui viennent évoquer quand même le vent, le froid, notamment, je parlais de la boîte à bourdon tout à l'heure,
ces cordes frottées, ça rappelle tout de suite le vent, le froid, après l'immensité de la montagne avec l'utilisation de la réverbération. Il y a un autre instrument qui est très important dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est des ondes Marteneau, qui est aussi un instrument un peu intemporel qui date de 1928, qui est un vieil instrument français qui est un peu l'ancêtre du synthétiseur, mais qui est diffusé dans des plaques, dans des gongs, dans des cymbales, et qui amène des harmoniques un peu bizarres, un peu tordues, et qui, pareil, viennent évoquer un peu cette immensité et le froid et l'ambiance un peu tendue qu'on a dans le film. Et ton instrument de prédilection, à toi, j'en ai je piano, c'est le chat, non, c'est un instrument de prédilection. Un orchestre. C'est ça que je veux bien comprendre. Oui, le piano, j'aime bien le piano. Je ne sais pas si vous avez des réactions, là je peux continuer pendant longtemps, mais ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et si vous avez des questions très précises, il y a un micro en bas, mais vous pouvez aussi prendre si vous êtes dans les amis. On parlait de la musique, moi j'aimerais qu'on parle de l'image. Parce que clair-obscur, c'est la vie des humbles, et je pense tout de suite à Georges Latour. Ah, bah, c'est à l'expo lundi dernier, ouais, vous avez raison. Est-ce que le directrice de la photographie a pensé à ça ou pas? En fait, moi je suis comme avec Émile, quand j'avais vers Marie-Nathan, chez Photographie, on a déjà fait pareil, 4 ou 5 courts-métrages, documentaires, la même partie de mes pièces. Donc on se connaît bien. Et donc je suis venue en effet avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'envie d'offrir aux spectateurs une expérience d'acuité, de visibilité telle qu'on voyait. Et ça, c'est elle qui m'a parlé des capteurs hypersensibles en disant c'est possible aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible il y a 15 ans, il y a 20 ans, en pellicule, on n'aurait pas pu. On aurait dû rajouter tous les projets. Donc c'est vrai que tout de suite, quand on met quelques bougies, on pense à la peinture, on pense en effet au caravagisme ou à de la tour, mais en fait, ça vient quasiment. Il y a des costumes, il y a des bougies, et tout de suite, ça vient. Et justement, tout le travail qu'on faisait, même si ça évoque, je pense quand même, je ne vais pas le rejeter, mais c'est que dès que ça faisait trop beau, trop peinture, en fait, je voulais qu'on casse ça, parce qu'après, il n'y a plus de vie. Et il y avait quelque chose d'apprêté, de figé, parce que le spectateur allait tout de suite se dire « Ah, une peinture » au lieu de suivre. Il y a tout un travail aussi avec Emmanuel qui était là, au costume, de patiner normalement les costumes, que rien ne soit propre, bien fait, de casser les harmonies des couleurs aussi, pour que ce ne soit pas trop pictural dans le mauvais sens du terme, même si Georges Latour est un génie, son expo au musée Jacques Marandré en ce moment. Donc voilà, c'était un amour-rejet en même temps pour être dans ce... Ils appellent ça d'ailleurs, c'est très beau pendant l'expo, je ne connaissais pas le ténébrisme. Comme, je me suis dit, ah ça c'est bien, je vais le ressortir en question-réponse. Et après, il y avait, je lui ai aussi parlé de mon envie de capter ces fausses nuits américaines, enfin ces vraies nuits américaines, la lumière sur la neige, etc. Et c'est avec elle qu'on a fait aussi des essais, on est allé sur place pour voir si on filmait de manière majestueuse dans cette 9e, je lui ai parlé de mon envie de quartière, et on a vu qu'en effet c'était étouffant, que ça crée ce côté huis clos en plein air. Donc voilà, et après, il y avait aussi une envie de casser la trop grande définition du numérique, puisque moi en fait, j'arrivais pas à y croire, quand c'était extrêmement défini. Ça ne me projetait pas dans le passé, parce que je voyais en fait la réalité des tissus, la réalité de la neige. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est que sur le cul de l'objectif, elle tire un petit collant, vous voyez les collants beige. Donc il y a un collant beige sur le cul de l'objectif, et devant un peu de vaseline sur l'objectif, qui fait que ça diffuse la lumière, et ça apporte ce côté doux, parfois un peu magique. Et voilà, et comme aussi, dernière chose, quand on filmait dans l'obscurité, ça ramène du bruit, ça ramène du grain dans l'image. En fait, après, elle a sous-exposé, je crois, les extérieurs pour que ce grain remonte aussi, pour qu'on ait la même matière
d'images tout le long qui veut évoquer un peu le travail de la pellicule. Donc voilà, avec elle, une chef machiniste, une chef électro qui ont ensemble travaillé tous ces détails de lumière et on joue aussi avec la météo. Quoi. Par exemple, quand on a tourné les nuits avec la belle lune, on s'est calé pour tourner toutes les nuits extérieures du film sur 4 jours, sur ce moment de pleine lune ou de grosse lune. Je veux dire, on aurait eu un nuage, on était foutus. Donc on a aussi fait des paris comme ça où on voulait tourner dans la brume et il n'y avait pas la brume. Donc on changeait aussi les scènes de place, comme tout se tourne au même endroit, on pouvait quand même le faire. Et à un moment, la brume est apparue, hop, on est allé tourner la scène où on voulait tourner dans la brume. Il fallait tout le temps s'adapter. Et donc, à savoir être souple aussi, surtout les accessoires et le matériel d'électricité, de lumière. Voilà. Et bien, autre chose, c'est que les intérieurs, en réalité, on ne les a pas tournés là-haut. Parce que c'est trop compliqué d'accès, en fait, pour monter dans ce village. Donc, on a trouvé des maisons équivalentes en vallée. Et il y a eu un énorme travail de déco, on a trouvé des vieilles maisons dans la rue, mais il fallait quand même refaire tous les intérieurs. Et donc là, on est, pour les intérieurs, un véritable accès à l'électricité. C'est pas par manque d'électricité qu'on a fait ça. Et puis, pour reparler de moi aussi, tu m'as réconcilié avec le zoom. Il y a plusieurs zooms avant ou après. Oui. Justement, qui replace les personnages, qui les isole, qui, dans ce, non seulement la communauté, mais aussi toute la montagne et la nature, il y a ce moment très très important et qui revient. Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions sur cette personne très cartésienne, mais voilà, il y a des choses qui lui échappent. Et puis tu arrives aussi à faire entrer beaucoup de sensualité, c'est sous-jacent vraiment dans tout le film. Comment ça s'est passé avec cette comédienne qui porte le film à la DA? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette rencontre, sur le choix de cette comédienne? Alors sur le choix de Beata Bellucci, c'est qu'il y avait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Thérèse d'Alain Cavalier. C'est sur Thérèse de Lisieux qui a la foi. Et j'adorais la façon de parler de Catherine Mouchet. Et donc, Catherine Mouchet, aujourd'hui, elle va avoir 70 ans, il a la soixantaine, donc je me disais qui est la digne héritière de Catherine Mouchet. Et en fait, j'ai vu Beata dans l'apparition de Xavier Giannoli, où elle joue aussi un de ses premiers rôles. Oui, où elle a aussi, c'est aussi une jeune fille qui voit la Vierge. Et paradoxalement, en fait, cette espèce de foi, cette puissance, m'aide à me projeter dans la détermination d'aimer qui a une foi républicaine, une mission laïque. Et elle a une façon de parler aussi, elle a un accent, une musicalité de voix qui n'appartient qu'à elle, qui, pour moi, me permettait de partir dans le passé sans forcer une autre façon de parler. Et autour d'elle, après, il y a des gens qui parlent pas toi, il y a tout un travail. Et sur la sensualité, moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était comme un pari, c'est-à-dire comment on fait un film sensuel ou sexuel dans le froid. Et donc ça veut dire avec des acteurs étouffés, on n'a pas accès aux peaux. Voilà, si on fait un film où les jeunes gens se séduisent, par exemple l'été, on est au bord de rivière, ils sont en maillot de bain, et tout de suite les peaux, avec les reflets de l'eau, les reflets du soleil, l'ombre des arbres, la caméra elle va capter cette sensualité, la caméra aime la peau, et voilà. Et là je me disais, alors là c'est un pari, comment je vais faire? Et donc, parce qu'on ne voit que les mains, que les joues. Du coup, je voulais aussi que les scènes d'amour soient très habillées pour jouer avec cette idée du froid, jouer avec le fait qu'on ne la voit pas nue. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'amusaient dans les défis mis en scène. Et aussi, du coup, comme Aimée, en fait, elle n'a pas d'aller, elle n'a personne à qui se confier, on ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense. Il fallait une actrice qu'on puisse lire dans ses yeux, lire dans sa tête. Et c'est pareil pour la sensualité, c'est-à-dire que je me sers de tout le décor autour, le vent permanent, la sensualité de la neige, le souffle, voilà, exactement. La danse des flammes, le crépitement, tous les sons et les jeux de lumière sont extrêmement travaillés pour arriver à cette sensualité. Aussi parce qu'elle correspond à l'idée du film qui était de créer des événements irrationnels autour de sa sexualité, parce que quand on écrit un personnage,
j'ai créé Hélène, la scénariste qui était là tout à l'heure. Quand on écrit un personnage, l'inconscient du personnage, on peut l'atteindre souvent par sa sexualité, parce que c'est ce qu'on ne peut pas contrôler, et du coup, on peut montrer une autre facette du personnage. Donc elle représente l'État, c'est la jeune femme cartésienne, sans expérience, un peu nageuse et tout. Et puis il y a aussi la jeune fille qui, pour la première fois, elle est chez elle, dans l'institution, dans la société. Et donc ça m'intéressait aussi de créer un personnage de film d'époque qui est une sexualité. Et de jouer sur des éléments irrationnels, puisqu'il faut en fait, c'est la créature cartésienne plongée dans un mode irrationnel. Et s'il y avait des coïncidences ou des faits étranges, des superstitions qui rôdaient et qui se tramaient autour de sa sexualité, sa sensualité, eh bien, ça m'intéressait parce que ça faisait un accès à une forme vers l'inconscient, vers une vision altérée de la réalité. Le fantastique, c'est vraiment ça, en littérature en tout cas, c'est la vision altérée de la réalité du héros, soumis à ses peurs, à ses fantasmes. Et donc, on est à travers ses yeux et on est confronté avec elle à des événements irrationnels. En fait, je parle tout le temps des experts, mais c'est un film fantastique. Et en fait, voilà, c'est les gens qui me parlent. Et c'est vrai que tu en parles, dans un interview, tu parles de réalisme magique. C'est vrai que pour un film, on peut aller comme faire quelque chose pour un film. Oui, c'est ça, en fait, le film n'est pas pleinement fantastique parce qu'on peut vraiment avoir une lecture totalement rationnelle jusqu'au bout. Mais c'est aujourd'hui, en 2025, pour le spectateur, vers quoi il va pencher, à quelles croyances il va adhérer, quels archétypes aussi sur les femmes. On va choisir le film joue avec l'archétype de la sorcière, de la femme dangereuse, de la sexualité mortifère. Donc c'est aussi quelque chose qui En fait, il y a des éléments inexplicables, et en fait la nature a horreur du vide. Et donc il faut une raison, il faut un émissaire inexplicable, on peut appeler les choses se retournent contre elle. Il y a un jeu avec est-ce qu'elle devient un personnage de légende qu'on raconte au coin du feu. C'est au spectateur de faire son chemin dans cette toile. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi dans la pensée cartésienne, scientifique, on va dire. C'est une méthode, c'est le doute méthodique et aussi d'accepter qu'on ne peut pas tout comprendre, que chaque question va ouvrir d'autres questions, plutôt que de fermer le sens comme le font les superstitions. Jusqu'à cet épilogue un petit peu très lumineux, très ouvert, très clair par rapport à tout ce monde. C'est vrai qu'au tout début, elle sent l'outil dans ses bras, à la fin, elle est en outil parce qu'on inclut tous les accès. Je me posais une autre question, Émile. Tes premières compositions pour le cinéma avec Moulin Chokri, je crois, ont été éditées. Est-ce que là, ça sera le cas sur ce film? On n'en ai pas parlé, j'avoue que non, pour l'instant, c'est pas prévu. Bon, j'espère. Ouais, j'en parle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus c'est vrai que ta carrière, elle est toujours très cinématographique. Quand tu fais que de la pop, j'ai envie de dire, il y a toujours un côté cinéma. Et c'est vraiment pour rebondir sur Morricone, c'est quelque chose qu'on vit vraiment, c'est-à-dire qu'il est devenu célèbre au sud du monde dans les années 60 parce qu'il commence à composer pour le cinéma et qui a fait pour le premier dollar et la carrière, Léon, ou les scènes italiennes qui le propulsent. En fait, son background, il est très 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 classique. Juste avant, c'est quelqu'un justement pourquoi il apporte quelque chose de nouveau, je pense, dans la musique de film, c'est parce que justement il enregistre pour des artistes de variété, pour la télévision. Toi, comment tu vois les choses, comment ça se partage, comment tu rebondis sur ça fait un peu de précision, je pense que le format aussi, c'est un peu plus. Et c'est vrai que là, c'est ton 4e album qui arrive, il s'appelle Melchior Volume 1. Alors c'est pareil, il y aura un autre personnage avec toi qui s'appelle Melchior. Et c'est vrai que quand j'écoute tes albums, il y a des moments très 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 musicaux, des moments chantés, des moments où tu te caches aussi derrière l'électronique et le vocodeur. Là, il y a Melchior qui apparaît. Comment ça a évolué justement tout ça pour toi? C'est un nouveau chapitre très différent de ce que j'ai pu faire auparavant, parce qu'en effet, avant, c'était très inspiré de la musique des années fin 60, début 70,
du cinéma français, italien. Et là, c'est beaucoup plus synthétique. J'ai inventé ce personnage qui s'appelle Melchior, qui est un robot que j'ai fabriqué avec un ami, et qui nous accompagne sur scène. Je vous invite à voir les vidéos, c'est vraiment fabuleux. Et voilà, c'est une sorte d'alter ego, un personnage de mascotte qui m'accompagne maintenant, qui me permet moi de me mettre un peu en retrait aussi, de laisser la lumière à quelqu'un d'autre. Et voilà, mais pour revenir à Morricone, moi, ça a toujours été un peu dans ma musique. Parfois, c'est clairement des citations, des fois c'est inconscient. Et tu parlais des débuts de Morricone. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me rapproche un peu de Morricone, je pense que moi, j'ai pas appris la musique, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je fais très bien semblant d'être un musicien. En fait, c'est tout au feeling, j'ai aucune formation musicale. Et en fait, Morricone, lui, avant de faire de la musique pop et de la musique classique et même du jazz, après, dans ce que j'ai compris, c'est qu'il vient aussi de la musique contemporaine, musique bruitiste. Et ça me parle énormément. Il y a un truc dans l'improvisation. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelait Boba de Improvisation, vraiment à la fin des années début 60, mi-60. Et ça, c'est un truc qui me parle énormément parce qu'il est dans sa musique, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du bruitage. De l'organique aussi. De l'organique évidemment, mais aussi il y a tout le côté sacré qui me plaît vachement, les instruments exotiques, les instruments imprévisibles, il y a toujours ce truc-là qui attire l'oreille avec des idées un peu comme ça imprévisibles que je trouve super chouette. Et c'est un peu ça ce que je recherche aussi dans la musique. J'aime bien être étonné, j'aime bien pas comprendre ce que j'entends. Et il n'y a pas que Morricone, il y a plein d'autres compositeurs français et italiens qui m'ont beaucoup influencé. Dans l'idiophone, il y a un morceau qui ouvre, qui s'appelle Dans la voiture, qui est hallucinant parce qu'on a l'impression, enfin on voit le film qui se déroule dans notre tête, dans nos yeux, on a l'impression d'être dans les années 80, je sais pas, avec Belmondo, autre chose. Comment justement ça te vient spécifiquement, ce genre de choses? Je sais pas trop. C'est le cinéma qui t'influence? Moi j'ai beaucoup écouté de musique de film, plus que je regarde des films évidemment, mais ce qui me touche le plus c'est la musique de film. Et en fait, je sais d'où ça vient, c'est que moi dans mon adolescence j'ai écouté beaucoup de rap et de hip-hop. Et en fait, les artistes que j'écoutais semblaient la musique de film, aussi le jazz, le rock progressif, la musique psychédélique. Et c'est en cherchant les disques et en réfléchissant aux boucles qui étaient utilisées dans l'hip-hop, je me suis rendu compte que ce qui me touchait le plus, c'était souvent des musiques un peu dramatiques. Et donc la musique de film de Roubaix, de Morricone, de Sard, et puis ensuite la pop aussi, tu disais Jean-Claude Valli tout à l'heure, Gainsbourg. Tout ça, c'est des trucs où j'ai compris que c'était des fréquences qui me plaisaient, des accords qui me plaisaient. Il y a vraiment une manière de faire à cette époque-là que je me suis un peu approprié. C'est ça, clairement, dans la voiture, c'est des accords à Roubaix, à Gainsbourg, très fin 60, début 70, qui évoquent quelque chose de dramatique. Mais je ne calcule pas trop, en fait. C'est vraiment, je fais tellement tout au feeling et ce que j'ai envie de faire, et c'est ça qui en sort, quoi. Je parlais de ça parce qu'en fait tout à l'heure, quand vous êtes entré dans la salle, avant ou après les publicités et les annonces, il y avait plusieurs morceaux qui passaient. C'est vrai que pendant, on passait des morceaux de musique de film pour Village Prix, donc Babysitter et 5 comme Sylvain. Moi, c'est à ce moment-là que tu m'as interpellé pour 5 comme Sylvain. Et après, donc, il y avait des extraits qui étaient dans Idiophone et Rhapsode. Voilà. Pour ceux qui ont écouté ça, si ça vous inspire. Il y aura des dédicaces, j'espère, juste après la séance en profiter. Et donc, pour revenir sur ton actualité, donc il y a cet album qui sort. Où est-ce qu'on peut te voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans la foulée? Il y a des dates sur Paris? Oui, donc l'album sort le 28 novembre, dans un mois à peu près, et après une tournée qui va arriver l'année prochaine. Donc une date parisienne à la Martinique le 12 février. Et il y aura donc notre ami Melchior avec nous sur scène, qui pourra aussi dédicacer. Voilà, l'actualité c'est ça, c'est la sortie du disque à la promo, la tournée qui j'espère va être longue. Vous avez une autre question? Autre chose, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Ton ami proche, j'imagine, avec Condor, c'est la compagnie de film. Je sais qu'il y a eu pas mal de festivals aériens. Très belles choses, très bonnes choses qui se sont passées autour du film, notamment avec Jean Claude.
Il y a des festivals qui arrivent, des dates aussi, comment ça se passe, et ça reprend bientôt pour le Tour de France pour le film. Est-ce que tu peux projeter aussi sur une suite, ça te donne des ailes pour un deuxième film? Oui, tout à fait. En fait, là, il y a eu une Cannes en mai, en juin, on a eu différents festivals, en juillet aussi, en août, c'était la pause, mais là, depuis septembre, j'accompagne le film un peu partout. Il part aussi sans moi beaucoup à l'étranger, donc il fait sa vie. Et voilà, on prépare la sortie le 24 décembre. Donc il y a encore octobre, novembre, décembre pour faire le tour de France, faire des débats, accompagner le film, rencontrer les spectateurs et espérer que ça prenne, quoi. C'est un peu la contre-proposition de Noël du film. Et si je peux dire un petit mot un peu commercial, c'est que en fait on n'y pense pas forcément, enfin moi personnellement j'ai pas l'habitude de le faire, mais en fait si le film vous a plu, vous pouvez en fait mettre un petit commentaire ou des étoiles sur Allociné. En fait on a l'impression que ça sert à rien, en réalité ça a un impact énorme pour le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant. Voilà, n'hésitez pas à faire ce petit geste si ça vous a pas plu, c'est la peine. Et voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce prochainement. Je vais juste revenir sur plein de petites choses et actualités annexes. Donc le ciné-club, évidemment, il existe au milieu de la programmation de Max Linder. Il y a encore quelques jours autour du film de Paul Thomas Anderson. Un musicien très fan de Morricone qui est apparu un petit peu dans le documentaire EO de Tornatore qui s'appelle Springsteen, qui va aider mercredi dans une proposition d'un film qui sort autour de Springsteen. Donc ça, c'est le prochain film qui va être au Max Linder. Et en fait, juste avant la sortie du film de Yorgos Lanthimos, ce sera le prochain rendez-vous Carbono de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, c'est le dimanche 23 novembre. Je réfléchis à un film, à quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui pourra te plaire, j'imagine, Élie. C'est un film de Pasolini, c'est son quatrième film qui s'appelle Des oiseaux petits et grands, qui fait entre deux films très importants dans sa carrière qui sont de Guy Croix et l'Évangéliste selon Saint Matthieu. Et c'est un film très pop à sa façon, qui s'ouvre sur un générique chanté et composé par Morricone. C'est un Cellini. Merci. J'adresse toujours les Cellini. Et donc voilà, je pense que c'est ce film-là qu'on proposera. Aussi, l'année dernière, on avait fait quelques pas de côté de Morricone. On avait présenté le Dracula de Coppola. Et là, il y a 3 dates à ne pas rater. C'est la semaine prochaine à la Philharmonie. Le film est diffusé en ciné-concert avec l'orchestre qui va jouer avec Bosch et Pilar. C'est une des plus belles musiques de films composées ces dernières années. Et aussi, dans l'actualité proche, vous allez avoir un film de Carlo Lizzani. On avait présenté ici Samba Mila en mai dernier, qui s'appelle Dernier jour de Mussolini, qui va sortir au mois de novembre. C'est un film, tout est dans le titre. Mussolini joué par Rod Steiger. Vous avez aussi Henri Fonda et Franco Nero dans le casting. C'est vraiment une pépite, c'est un film très rare à voir, que Carlotta ressort en salle et a édité en DVD en Blu-ray. Et aussi, il y a un très beau film français qui fête ses 20 ans, qui montre au Festival Lumière, de Christian Carillon, qui s'appelle Joyeux Noël, où la musique est vraiment au cœur du film. Et la musique va réunir plusieurs soldats dans un moment de fraternité pendant la Première Guerre mondiale. Ça sort le 12 novembre. Et pour finir, je fais une petite dédicace parce que moi, dans les films que j'ai eu à Cannes cette année, au milieu de très grands films, déjà à l'affiche comme Sirac ou La Petite Dernière, au milieu de Langouti, il y a un autre film que Condor va sortir au mois de novembre qui s'appelle Kika, qui est porté par une comédienne, qui est porté par une réalisatrice. Vous allez vraiment découvrir, ça n'a rien à voir avec le film d'Almodovar. Et c'est tout ça mes coups de cœur. Et il y a beaucoup de musique dans le film et de sensualité. Donc voilà, je vous invite à découvrir aussi Kika, que Condor Discussion va sortir, et puis parler à vos amis de Langouti, qui sera le 24 décembre. Merci beaucoup d'être venu. Merci.